On elle appelait la sorcière. On la craignait pour ce qu'on ne pouvait comprendre. Mais lorsque un guerrier des terres sauvages risqua tout pour la protéger, le village entier commença à douter, où finissait le mythe et où commençait la vérité. Voici ce qui est réellement passé aux confins des grandes plaines, là où le destin de tous bascula à jamais. Les murmures suivaient Mathilde comme des ombres étirant sur les vastes étendues de l'Ouest. Veuve à 32 ans, elle était arrivée dans la ville poussiéreuse de Havre de Grâce 3 ans plus tôt. Hélène avait pour tout bagage qu'une charrette de remèdes et un savoir qu'aucune femme ne devrait posséder, du moins selon les dires des gens du cru. La voilà qui passe, grommela Gérard depuis le perron de l'épicerie alors que Mathilde longeait la rue principale. Sa robe bleue, simple et usée, ramassait la poussière du chemin de terre. Elle mélange ses potions et parle aux plantes comme si elle pouvait entendre, ajouta-t-il avec mépris. Mathilde gardait le regard fixe, serrant contre son flanc sa vieille sacoche en cuir patiné. À l'intérieur reposaient les trésors qu'elle avait glanés, de aquilée pour les plaies, de écorce de saule pour les fièvres, et de échinacée pour les infections. L'été de cette année-là avait été impitoyable, la sécheresse brûlant la terre et attisant les tensions entre les colons et les clans nomades qui refusaient encore la sédentarisation forcée. Madame Aubry! Cria une voix paniquée, brisant la torpeur de après-midi. C'était le jeune Théo Fortier, le visage rouge des angoisses. C'est papa. Le taureau, a encore né dans la grange, est horrible. Mathilde hésita pas une seconde. Conduis-moi à lui, ordonna-t-elle en emboîtant le pas précipité du garçon vers la ferme des Fortiers, à la lisière de la ville. Derrière elle percevait les murmures habituels. Fortier est un imbécile de faire confiance à cette sorcière. Elle va probablement le sacrifier à ses dieux païens. La ferme apparut, modeste bâtisse entourée de champs de maïs luttant pour survivre sous le soleil de plomb. À l'intérieur de la grange, Jean Fortier gisait sur un lit de paille, la chemise imbibée de sang, le visage gris de douleur. Dieu merci, vous êtes là, chuchota Sophie Fortier, son tablier déjà maculé du sang de son mari. Le médecin est à 3 jours de cheval. Mathilde agenouilla près du blessé, ses mains expertes bougeant avec assurance tandis qu'elle découpait le tissu déchiré. La blessure était profonde. La corne avait transpercé l'abdomen, mais par miracle, semblait avoir épargné les organes vitaux. J'ai besoin des eaux propres, des eaux de vie si vous en avez, et de linge frais, instruisit Mathilde en déballant déjà ses instruments. Et Sophie, gardez les enfants dehors. Tandis qu'elle travaillait, nettoyant et recousant la plaie avec une précision chirurgicale, elle perçut un mouvement près de la porte de la grange. Levant brièvement les yeux, elle aperçut une silhouette solitaire qui observait depuis les ombres. C'était un homme des tribus, grand et fier malgré le déclin imposé à son peuple. Leurs regards se croisèrent un bref instant avant qu'ils ne disparaissent. Pourtant, quelque chose dans ce regard resta gravé en elle. Plus tard, alors qu'elle finissait de bander le torse de Jean, appliquant un cataplasme des herbes pour prévenir l'infection, Sophie revint avec une tasse de thé. Il vivra, dit simplement Mathilde en lavant le sang de ses mains dans une bassine. Gardez la plaie propre. Changez le pansement 2 fois par jour et donnez-lui cette infusion pour la douleur. Elle tendit à Sophie un petit sachet de plantes séchées. Comment pourrons-nous vous rembourser? Demanda Sophie, des larmes de soulagement coulant sur son visage fatigué. Mathilde secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. Alors qu'elle apprêtait à partir, Théo approcha d'elle avec hésitation. Madame, il y a quelque chose que vous devez savoir. On parle en ville. Une compagnie de la milice arrive demain. Ils disent qu'ils chassent des rebelles. Les doigts de Mathilde se crispèrent sur sa sacoche. Merci de me avoir dit, Théo. Le soleil se couchait lorsque Mathilde regagna sa petite cabane, au-delà du ruisseau qui marquait la limite de Havre de Grâce. La lumière dorée du crépuscule se refléta sur un objet métallique posé près de son jardin, une petite pointe de flèche en argent, délibérément placée au sommet des piquets de clôture. Elle la ramassa, passant son doigt sur le tranchant. Un avertissement, peut-être, ou toute autre chose. À l'intérieur, elle alluma une lampe à huile et approcha de la fenêtre, scrutant les vastes plaines et la silhouette lointaine des montagnes. Le pays changeait.
Le chemin de fer atteindrait Havre de Grâce avant l'hiver, amenant plus de colons, plus de soldats, plus de conflits. La nuit tombée, elle remarqua de nouveau un mouvement. Le même guerrier observait sa cabane depuis la lisière des arbres. Au lieu de la peur, Mathilde ressentit un calme inattendu. Elle leva lentement la main en signe de reconnaissance. Après un long moment, il répondit par un geste discret avant de se fondre dans l'obscurité. Cette nuit-là, Mathilde rêva de sang sur la plaine et d'un homme aux yeux sombres comme la nuit se dressant entre elle et le danger. Elle se réveilla avec la certitude que leur chemin se croiserait à nouveau. Et ce fut bientôt le cas. La milice arriva à Havre de Grâce sous la chaleur de midi, des nuages de poussière élevant derrière leur monture alors qu'ils descendaient la rue principale. 5 hommes au total, marqués par la route, mais le regard vif et vigilant. Leur chef, le capitaine Roche, mit pied à terre avec une aisance rodée devant le bureau du shérif, ses éperons intents contre les planches de bois. Mathilde observait depuis elle entrée de la maison de Madame Vasseur, à qui elle venait livrer un tonique pour l'arthrite. Elle reconnaissait le genre de ces hommes, des chasseurs qui avaient trouvé un but dans ce monde changeant en retournant leurs talents contre les peuples natifs, qu'ils considéraient comme une menace à la civilisation. Madame. Le capitaine Roche souleva son chapeau en remarquant qu'elle observait. Sa politesse ne masquait en rien la froideur de ses yeux bleu pâle. Puis-je vous dire un mot? Mathilde avança, consciente que Madame Vasseur épiait anxieusement à travers ses rideaux. Comment puis-je vous aider, capitaine? Je crois comprendre que vous vivez seul à l'écart de la ville. Il ne posait pas une question. J'y ai aussi entendu dire que vous connaissez bien le terrain et ses habitants. Je suis guérisseuse, capitaine. Je soigne ceux qui en ont besoin, peu importe qui ils sont. Un mince sourire traversa le visage de Roche. Nous traquons une bande de rebelles. 5, peut-être 6 guerriers menés par un certain Flèche Silencieuse. Ils ont pillé des établissements au nord ici. Mathilde garda une expression neutre, bien que son cœur accéléra. Je n'ai vu aucune bande de pillards. La plupart des tribus ont été forcées de rejoindre les réserves il y a des années. Pas tous, répliqua Roche. Certains accrochent encore aux anciennes coutumes, des coutumes dangereuses. Il approcha, baissant la voix. Les gens ici disent que vous soignez parfois les Indiens, que vous parlez leur langue. J'y ai appris quelques mots pour mieux comprendre leur savoir médicinal, répondit Mathilde avec assurance. Soigner est-il devenu un crime, capitaine? Le militaire étudia son visage. Non, madame, pas un crime. Mais cacher des ennemis de l'État le serait. Il toucha à nouveau le bord de son chapeau. Bonne journée à vous. Attends à ce que nous nous reparlions. Alors que Roche rejoignait ses hommes, le shérif Mercier sortit de son bureau, un sourire nerveux plaqué sur le visage pour accueillir les miliciens. Mathilde se hâta de retourner à sa cabane, un malaise s'installant dans son estomac comme une pierre froide. Ce soir-là, alors que Mathilde occupait de son jardin dans la lumière déclinante, le craquement d'une brindille alerta. Elle se tourna lentement pour trouver le guerrier debout à la limite de sa propriété, ses yeux noirs la jugeant. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle en français, avant de se répéter dans un dialecte approximatif qu'elle avait appris d'une vieille chamane des années auparavant. La surprise traversa les traits stoïques de l'homme. « Tu parles la langue de mon peuple, répondit-il. Avec un accent, mais clairement. Mal, admit Mathilde. Êtes-vous celui qu'on nomme Flèche Silencieuse? Il inclina légèrement la tête. Les hommes blancs ont donné ce nom. La milice vous cherche. Ils disent que vous avez attaqué des fermes. L'expression du guerrier se durcit. Nous ne prenons que ce qui a été promis dans les traités. Traités que votre gouvernement a brisés. De la nourriture pour nos enfants qui meurent de faim. Il approcha, ses mouvements fluides et délibérés. Tu es la femme qu'ils appellent sorcière. Mathilde, corrigea T.L. Mathilde Aubry. Pourquoi aides-tu mon peuple quand les autres dans ta ville voudraient nous voir morts? Mathilde se tourna vers ses plantes, arrachant quelques mauvaises herbes tandis qu'elle réfléchissait à sa réponse. Mon mari était médecin pendant la guerre. Il a appris que la souffrance ne distingue pas la couleur de la peau. Elle se redressa, soutenant son regard. Et j'y ai vu assez de haine pour remplir plusieurs vies.
Le guerrier étudia son visage, puis hocha lentement la tête. Il y a de la vérité dans tes yeux, Mathilde Aubry. Un coup de feu claqua au loin, les faisant sursauter tous les deux. Le guerrier se tendit aussitôt, la main glissant vers le couteau à sa ceinture. Vous devez partir, insista Mathilde. Les miliciens traquent mon frère et notre petit groupe, Ashvat et il. Nous ne sommes venus que pour échanger des pots contre des remèdes. Le fils de mon frère brûle de fièvre. Mathilde prit une décision rapide. Elle se précipita dans sa cabane et en ressortit avec un petit paquet de toiles. De L, écorce de saule pour la fièvre. De L, aigre-moine pour reprendre des forces. Faites infuser le tout. Elle homme prit le paquet et le glissa sous sa tunique en peau de daim. Pourquoi risquer votre vie pour des étrangers? Nous sommes tous des êtres humains qui tentent de survivre, répondit Mathilde. Maintenant, allez-vous-en avant qu'il ne vous trouve ici. Il hésita, puis parla d'une voix douce. Parmi mon peuple, on aime Appel-Toan. Cela signifie soleil. Sur ces mots, il se fondit dans l'obscurité grandissante. Le lendemain matin, Mathilde fut convoquée au bureau du shérif. À l'intérieur, elle trouva le capitaine Roche et le shérif Mercier penchés sur une carte grossière du territoire environnant. Madame Aubry la salua Roche sans la moindre chaleur. Un de mes hommes a signalé de la fumée provenant d'un feu de camp dans les collines à elle et de votre propriété, la nuit dernière. Je n'en sais rien, répondit Mathilde d'un ton égal. Le shérif Mercier éclaircit la gorge. Mathilde, nous sommes juste inquiets pour votre sécurité. Vivre seul là-bas, je me débrouille très bien depuis 3 ans sans incident. Le capitaine Roche la coupa sèchement. Une famille de colons a été retrouvée morte à 30 km au nord ici, il y a 2 jours. Des flèches dans le corps du père, la gorge de la mère tranchée. L'enfant a été enlevé. Le sang de Mathilde se glaça. Et vous croyez que le groupe de Toan, de celui que vous nommez Flèche Silencieuse, est responsable? Qui des vôtres? Défia Roche. Vous semblez bien prompte à remettre cela en question. Mathilde soutint son regard fermement. Parce que après mon expérience, capitaine, les choses sont rarement aussi simples qu'elles y paraissent au premier abord. En quittant le bureau du shérif, Mathilde remarqua que les murmures sur son passage semblaient plus forts que des habitudes. Devant l'épicerie, Gérard cracha par terre à son approche. Complice des sauvages, marmonna quelques-uns. Cet après-midi-là, alors que Mathilde chevauchait sa jument vers la ferme des Fortiers pour vérifier la guérison de Jean, elle aperçut de la poussière à l'horizon. Des cavaliers fonçaient vers la ville. En se rapprochant, elle reconnut homme de tête. C'était un des miliciens de Roche, son cheval écumant d'épuisement. Quelque chose n'allait pas. Le calme de la plaine sembla soudain fragile, comme de la glace sur le point de rompre. Mathilde pressa sa monture vers la ferme, mais elle avait parcouru que quelques centaines de mètres lorsque elle entendit des sabots approcher rapidement derrière elle. Se tournant sur sa selle, elle vit Toan galoper vers elle sur un Mustang tacheté, expression grave. « Vous devez venir. » cria-t-il en arrivant à sa hauteur. Le milicien avec la balafre, il a pris mon neveu. Il prétend avoir trouvé près des colons morts. Le lieutenant Leroux, le second de Roche, réalisa Mathilde à voix haute. La grange des Fortiers est la plus proche. Nous pouvons. Le claquement sec d'un fusil coupa ses mots. Toan bascula vers elle avant, une tache rouge épanouissant sur son épaule. Sans hésitation, il éprona son cheval pour interposer entre Mathilde et la direction du tir, la protégeant de son corps alors qu'une seconde balle sifflait à ses oreilles. Fuyez! Ordonna-t-il entre ses dents serrées, le sang suintant entre ses doigts alors qu'il pressait sa blessure. Tandis qu'il galopait vers la ferme des Fortiers, Mathilde entendait des cris derrière eux. La barrière entre ces deux mondes venait de voler en éclats, et elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le sang écoulait régulièrement de l'épaule de Toan lorsque Mathilde aida à entrer dans la grange des Fortiers, son poids lourd pesant sur sa silhouette plus frêle. Le soleil de après-midi projetait de longues ombres à travers les lattes des murs en bois, faisant danser la poussière dans les raies de lumière. Sophie! Appela Mathilde en allongeant Toan sur un tas de foin. Sophie Fortier. La porte de la ferme ouvrit et Sophie apparut, essuyant les mains sur son tablier.
Ses yeux écarquillèrent à la vue du guerrier blessé. Mathilde, bon sang, qu'est-ce que... J'ai besoin des eaux propres et de linge, elle interrompit Mathilde, déchirant déjà la tunique de Tohan pour examiner la blessure. Et de l'alcool fort de votre mari, il vous plaît. À son honneur, Sophie hésita que brièvement avant d'acquiescer et de courir vers la maison. Mathilde reporta son attention sur Tohan, dont les yeux noirs restaient alertes malgré la douleur gravée sur son visage. La balle a traversé, lui dit-elle en sondant doucement les plaies des entrées et de sorties. Vous avez de la chance. Pas de la chance, répondit Tohan les dents serrées. Les esprits vous favorisent, Mathilde Aubry. Sophie revint avec les fournitures demandées, ses mouvements prudents mais sans hostilité. Jean est toujours alité avec sa propre blessure, expliqua-t-elle en posant une bassine d'eau et une bouteille de liquide ambré. Les enfants aident à la ferme des voisins aujourd'hui. Merci, Sophie, dit Mathilde sincèrement. Je n'aurais pas amené le danger à votre porte, il y avait eu un autre moyen. Sophie étudia pomme blessée, puis le visage de Mathilde. Quelque chose dans son expression t'adoucit. Faites ce que vous devez faire. Je ferai le guet. Alors que Sophie sortait, Mathilde nettoya la blessure de Tohan avec des gestes sûrs, appliquant une pression pour arrêter le saignement avant de la laver à l'alcool. Sa seule réaction fut une inspiration brutale et un plissement des yeux. Vous avez dit qu'un milicien a pris votre neveu, dit Mathilde tout en travaillant, en filant une aiguille avec du fil de boyau. Le garçon que le colon a soi-disant trouvé? Tohan hocha sombrement la tête. Petit loup. Il a cet été. Sa mère, ma sœur, est morte en couche. Son père a été tué par des chasseurs de bisons il y a 2 hivers. Ça va faire mal, prévint Mathilde en s'apprêtant à recoudre la plaie. J'y ai connu pire douleur, répondit Tohan, ses yeux ne quittant jamais le visage de la jeune femme alors qu'elle passait aiguille dans sa chair. Dites-moi ce qui est passé, insista Mathilde, en partie pour le distraire de la douleur. Nous campions dans les collines pour faire du troc, expliqua Tohan, la voix stable malgré la morsure de aiguille. Petit loup ramassait du bois quand le milicien au visage marqué a trouvé. Il prétend que le garçon était près des colons morts, portant un collier pris à la femme assassinée. Mathilde noua un point de suture. Et elle était-il? Non. Petit loup n'a pas quitté notre camp depuis des jours. Les yeux de Tohan brillèrent une fureur à peine contenue. Le collier a été placé sur lui. Le milicien cherche à nous provoquer, à justifier ce qu'il prévoit de faire à mon peuple. Mathilde travailla en silence un instant, considérant ses paroles. Tom a la cicatrice, le lieutenant Leroux, a une réputation sinistre. Même les autres miliciens le craignent. Elle termina la dernière suture et commença à préparer un cataplasme d'aigremoine et de consoude, similaire à celui qu'elle avait utilisé pour Jean Fortier. Cela aidera à prévenir la fièvre, expliqua-t-elle en appliquant le mélange des 2 côtés de la blessure avant de la bander avec du linge propre. Mon neveu, dit Tohan en tentant de se lever. Ils vont lui faire du mal. Mathilde le repoussa doucement. Vous ne pourrez pas aider si vous vous videz de votre sang. Reposez-vous, juste un instant. Le bruit de cavaliers approchant les figea tous les 2. Sophie Fortier fit irruption dans la grange, le visage pâle. La milice, chuchota-t-elle des urgences. Et la moitié des hommes de la ville avec eux. Esprit de Mathilde emballa. A-t-il une autre issue? Sophie hocha la tête. Le champ derrière mène au ruisseau. Suivez-le vers elle, et vous atteindrez la vieille cabane du trappeur. Elle est abandonnée maintenant. Tohan était déjà debout, vacillant légèrement mais déterminé. Ils ne doivent pas vous trouver en train de m'aider. Trop tard pour ça, répondit Mathilde avec un sourire amer en rassemblant ses affaires. Je suis déjà là, sorcière des plaines, vous vous souvenez? Autant mériter ce titre. Sophie pressa un petit paquet dans les mains de Mathilde. De la nourriture. Maintenant filés, tous les 2. Ils se glissèrent par l'arrière de la grange juste au moment où la voix du capitaine Roche retentissait devant la propriété. Mathilde guida Tohan à travers les hautes tiges de maïs, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il se dirigeait vers la lisière des arbres qui marquaient le lit du ruisseau. Nous avons besoin de chevaux, murmura Tohan, le souffle court.
À bord, nous avons besoin que vous ne vous effondriez pas, rétorqua Mathilde en le soutenant alors qu'ils avançaient dans les bruissements des tiges. La cabane N est pas loin. Ils atteignirent le ruisseau alors que des cris éclataient derrière eux. La milice avait découvert leur absence. Mathilde aida Tohan à traverser le gué, utilisant le courant du ruisseau pour masquer leurs traces tandis qu'ils progressaient vers elle. La cabane abandonnée du trappeur apparut alors que le soleil commençait à décliner. C'était une petite structure délabrée, partiellement dissimulée par une végétation envahissante. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais le toit était intact et l'unique pièce offrait un abri contre les regards indiscrets. Mathilde aida Tohan à s'installer sur la plateforme de bois brut qui servait autrefois de lit. Reposez-vous. Je vais monter la garde. Au lieu de cela, Tohan lui saisit le poignet, son toucher étonnamment doux. Pourquoi risquez-vous tout pour moi? Pour mon peuple. Mathilde garda le silence un long moment. Mon mari et moi sommes venus dans l'Ouest après la guerre. Il avait vu trop de morts. Il voulait guérir au lieu de détruire. L'armée nous a stationnés au fort Saint-Michel. Elle déglutit difficilement. Il y a eu une escarmouche avec un clan nomade. L'armée a appelé cela une bataille. C'était un massacre. Des femmes, des enfants. Elle secoua la tête, chassant les souvenirs. Mon mari n'a pas pu vivre avec ce dont il avait été témoin. Il est ôté la vie. Mais avant de mourir, il a fait promettre d'utiliser notre savoir pour soigner, jamais pour nuire. De voir les gens comme des êtres humains, pas comme des ennemis. Les yeux noirs de Tohan semblèrent lire jusqu'au fond de son âme. Votre mari était un homme sage. Il était, acquiesça doucement Mathilde. Maintenant, dormez. Demain, nous trouverons votre neveu. Perça avec une brume épaisse élevant du ruisseau, offrant une couverture idéale alors que Mathilde se glissait au dehors pour ramasser des herbes et reconnaître les lieux. Lorsque elle revint, Tohan était debout, testant son épaule blessée avec des mouvements prudents. La fièvre n'est pas venue, nota-t-il avec surprise. Tant mieux, répondit Mathilde en posant sa récolte. Mais vous avez encore besoin de repos. Il y a pas de temps, insista Tohan. Ils vont emmener Petit Loup à la citadelle de Fort-Royal comme preuve de notre sauvagerie. Une fois là-bas, nous ne le retrouverons jamais. Mathilde savait qu'il avait raison. Alors nous avons besoin d'un plan. J'en ai un, dit Tohan, est l'expression résolue. Mais il ne va pas vous plaire. Ce soir-là, alors que l'obscurité tombait sur Havre de Grâce, Mathilde marcha ouvertement dans la rue principale vers la prison où Petit Loup était détenu. Sa robe bleue usée avait été remplacée par sa plus belle tenue, une jupe vert sombre et une veste assortie qui avait rarement servi depuis son arrivée. Les murmures la suivaient, mais elle les ignorait, la tête haute alors qu'elle approchait de la porte du bureau du shérif. À l'intérieur, le shérif Mercier leva les yeux de son bureau, surpris. Madame Aubry, nous vous cherchons depuis hier. Je sais, répondit Mathilde calmement. Je crois comprendre que vous détenez un enfant des tribus. Mercier se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Sur ordre de la milice. Le lieutenant Leroux a amené. Je voudrais le voir, dit fermement Mathilde. Pour m'assurer qu'il va bien. Je ne pense pas que ce soit prudent, étant donné les circonstances. La porte ouvrit derrière Mathilde, et le capitaine Roche entra, suivi du lieutenant Leroux. Le visage du lieutenant était marqué par une longue cicatrice courant de son œil gauche à sa mâchoire, donnant à son sourire perpétuel une qualité grotesque. Tiens, traîna Leroux. La sorcière retourne à son balai. Capitaine, salua Mathilde en ignorant Leroux. Je voudrais examiner le garçon. En tant que seule personne avec une formation médicale à Havre de Grâce, j'estime que c'est mon devoir. Roche, étudia de ses yeux bleus et froids. Où étiez-vous, Madame Aubry? Et où est le guerrier avec qui vous avez été vu? Je ramassais des herbes dans les collines, répondit Mathilde avec aplomb. Quant à un guerrier, je ne saurais dire. Je soigne ceux qui ont besoin d'aide, je ne piste pas leur déplacement. Vous cachez un meurtrier, grogna Leroux. Je ne cache personne, contra Mathilde. Maintenant, enfant. Roche sembla prendre une décision.
Laissez-la le voir, Leroux. Nous, avons rien à cacher. Leroux grimaça mais alla déverrouiller la porte de la cellule au fond du bâtiment. À l'intérieur, recroquevillé sur un lit de camp étroit, se trouvait un petit garçon aux grands yeux effrayés. Ses vêtements étaient sales, son visage strié de larmes. Mathilde approcha lentement, agenouillant devant lui. « Bonjour, petit loup, dit-elle doucement dans sa langue natale. Je suis une amie de ton oncle Tohan. » Les yeux du garçon grandirent encore au son de sa langue et du nom de son oncle. « Je vais vérifier que tu n'es pas blessé, poursuivit Mathilde, consciente que les miliciens guettaient son moindre mouvement. Elle t'examina rapidement, notant des ecchymoses sur ses bras, mais aucune blessure grave. « Ton oncle vient te chercher, chuchota-t-elle en faisant semblant d'examiner ses oreilles. Quand le hibou ululera 3 fois, sois prêt. » Petit loup fit un imperceptible signe de tête. Mathilde se releva et se tourna vers les hommes. Il est effrayé et affamé, mais sinon indemne. Je voudrais lui apporter de la nourriture convenable et une couverture. Ce ne sera pas nécessaire, interjecta Leroux. Nous partons pour Fort-Royal à la première lueur. Alors je lui apporterai quelque chose maintenant, insista Mathilde en croisant le regard de Roche. Vous avez sûrement pas l'intention d'affamer un enfant. Après un moment de tension, Roche acquiesça. Apportez ce que vous voulez, mais faites vite. En quittant la prison, les pièces du plan de Tohan commençaient à se mettre en place. Il ne restait plus que la partie la plus dangereuse, l'attente. La nuit installa sur Havre de Grâce comme un linceul. Les seuls bruits étaient appels lointains un coyote et le grincement du moulin à vent à orée de la ville. Mathilde était assise près de la fenêtre de sa cabane, une lampe brûlant bas alors qu'elle préparait les fournitures nécessaires. Sa trousse médicale était remplie de essentiels, bandages, remèdes à base de plantes, un petit kit chirurgical. À côté gisait un paquet de nourriture et 2 gourdes d'eau. Le plan était simple, mais désespérément dangereux. Une fois Petit Loup libéré, Tohan emmènerait vers le nord pour rejoindre les membres restants de leur groupe qui attendaient dans les collines près de la rivière Rouge. Mathilde les accompagnerait jusqu'à la rivière avant de revenir affronter les conséquences qui attendaient en ville. Il réussissait. Il survivait. On frappa doucement à sa porte, la tirant de ses pensées. Mathilde éteignit rapidement la lampe avant de approcher avec précaution, la main fermée sur le manche un couteau de cuisine. « Qui est là » appela-t-elle doucement. « C'est Sophie. » Sophie Fortier, vint la réponse chuchotée. Mathilde ouvrit la porte pour trouver Sophie sur son porche, un paquet serré dans ses bras. « Que faites-vous ici? C'est dangereux pour vous d'être vue avec moi maintenant. » Sophie la bouscula pour entrer dans la cabane. « Je sais ce que vous préparez, dit-elle, la voix basse mais déterminée. Jean a dit. Il a entendu les miliciens parler au saloon. » Mathilde sentit son estomac se nouer d'effroi. « Sophie, je ne suis pas ici pour vous arrêter, » elle interrompit Sophie, posant son paquet sur la table et le déballant pour révéler des vêtements d'homme, un pantalon, une chemise et un chapeau usé. « Vous ne pouvez pas courir en robe, et ils chercheront une femme. » Mathilde regarda les vêtements, puis le visage résolu de Sophie. « Pourquoi nous aidez-vous? » Le regard de Sophie se voila. « Avant d'épouser Jean, je vivais près de la frontière. J'y ai vu ce que les soldats ont fait au peuple de la rivière aux cendres. Des femmes, des enfants. » Elle secoua la tête. « Je suis restée silencieuse à l'époque. Je ne le ferai pas une seconde fois. » Mathilde serra la main de Sophie avec une gratitude muette avant de prendre les vêtements. « Vous devriez partir. Si quelqu'un me voit ici, je dirai que je suis venu vous faire entendre raison, » répondit Sophie avec un petit sourire. « Que Dieu vous garde, Mathilde. » Après le départ de Sophie, Mathilde se changea rapidement, bandant sa poitrine et dissimulant ses cheveux sous le chapeau. Les vêtements, probablement ceux de Jean du temps de sa jeunesse, lui allaient assez bien qu'elle dût utiliser un morceau de corde comme ceinture. Dans le petit miroir accroché au mur, elle se reconnut à peine. Il était presque minuit lorsque elle se glissa hors de sa cabane, se dirigeant vers le point de rendez-vous derrière l'écurie. Tohan était déjà là, une ombre parmi les ombres,
son épaule blessée ne semblant lui causer aucune difficulté alors qu'il bougeait. Tu ressembles à un garçon, observa-t-il calmement, une pointe d'amusement dans la voix malgré la gravité de la situation. C'est elle, idée, répondit Mathilde en lui tendant une des gourdes. Mathilde aida Tohan à traverser le gué, utilisant le courant du ruisseau pour masquer leurs traces tandis qu'ils progressaient vers elle. La cabane abandonnée du trappeur apparut alors que le soleil commençait à décliner. C'était une petite structure délabrée, partiellement dissimulée par une végétation envahissante. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais le toit était intact et l'unique pièce offrait un abri contre les regards indiscrets. Mathilde aida Tohan à s'installer sur la plateforme de bois brut qui servait autrefois de lit. Reposez-vous. Je vais monter la garde. Au lieu de cela, Tohan lui saisit le poignet, son toucher étonnamment doux. Pourquoi risquez-vous tout pour moi? Pour mon peuple. Mathilde garda le silence un long moment. Mon mari et moi sommes venus dans l'Ouest après la guerre. Il avait vu trop de morts. Il voulait guérir au lieu de détruire. L'armée nous a stationnés au fort Saint-Michel. Elle déglutit difficilement. Il y a eu une escarmouche avec un clan nomade. L'armée a appelé cela une bataille. C'était un massacre. Des femmes, des enfants. Elle secoua la tête, chassant les souvenirs. Mon mari n'a pas pu vivre avec ce dont il avait été témoin. Il est ôté la vie. Mais avant de mourir, il a fait promettre d'utiliser notre savoir pour soigner, jamais pour nuire. De voir les gens comme des êtres humains, pas comme des ennemis. Les yeux noirs de Tohan semblèrent lire jusqu'au fond de son âme. Votre mari était un homme sage. Il était, acquiesça doucement Mathilde. Maintenant, dormez. Demain, nous trouverons votre neveu. Perça avec une brume épaisse élevant du ruisseau, offrant une couverture idéale alors que Mathilde se glissait au dehors pour ramasser des herbes et reconnaître les lieux. Lorsque elle revint, Tohan était debout, testant son épaule blessée avec des mouvements prudents. La fièvre n'est pas venue, nota-t-il avec surprise. Tant mieux, répondit Mathilde en posant sa récolte. Mais vous avez encore besoin de repos. Il n'y a pas de temps, insista Tohan. Ils vont emmener Petit Loup à la citadelle de Fort-Royal comme preuve de notre sauvagerie. Une fois là-bas, nous ne le retrouverons jamais. Mathilde savait qu'il avait raison. Alors nous avons besoin d'un plan. J'en ai un, dit Tohan, est l'expression résolue. Mais il ne va pas vous plaire. Ce soir-là, alors que l'obscurité tombait sur Havre de Grâce, Mathilde marcha ouvertement dans la rue principale vers la prison où Petit Loup était détenu. Sa robe bleue usée avait été remplacée par sa plus belle tenue, une jupe vert sombre et une veste assortie qui avait que rarement servi depuis son arrivée. Les murmures la suivaient, mais elle les ignorait, la tête haute alors qu'elle approchait de la porte du bureau du shérif. À l'intérieur, le shérif Mercier leva les yeux de son bureau, surpris. Madame Aubry, nous vous cherchons depuis hier. Je sais, répondit Mathilde calmement. Je crois comprendre que vous détenez un enfant des tribus. Mercier se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Sur ordre de la milice. Le lieutenant Leroux a amené. Je voudrais le voir, dit fermement Mathilde. Pour m'assurer qu'il va bien. Je ne pense pas que ce soit prudent, étant donné les circonstances. La porte ouvrit derrière Mathilde, et le capitaine Roche entra, suivi du lieutenant Leroux. Le visage du lieutenant était marqué par une longue cicatrice courant de son œil gauche à sa mâchoire, donnant à son sourire perpétuel une qualité grotesque. Tiens, traîna Leroux. La sorcière retourne à son balai. Capitaine, salua Mathilde en ignorant Leroux. Je voudrais examiner le garçon. En tant que seule personne avec une formation médicale à Havre de Grâce, j'y estime que c'est mon devoir. Roche, étudia de ses yeux bleus et froids. Où étiez-vous, Madame Aubry? Et où est le guerrier avec qui vous avez été vu? Je ramassais des herbes dans les collines, répondit Mathilde avec aplomb. Quant à un guerrier, je ne saurais dire. Je soigne ceux qui ont besoin d'aide, je ne piste pas leur déplacement. Vous cachez un meurtrier, grogna Leroux. Je ne cache personne, contra Mathilde. Maintenant, enfant. Roche sembla prendre une décision.
Laissez-la le voir, Leroux. Nous, avons rien à cacher. Leroux grimaça mais alla déverrouiller la porte de la cellule au fond du bâtiment. À l'intérieur, recroquevillé sur un lit de camp étroit, se trouvait un petit garçon aux grands yeux effrayés. Ses vêtements étaient sales, son visage strié de larmes. Mathilde approcha lentement, agenouillant devant lui. « Bonjour, petit loup, dit-elle doucement dans sa langue natale. Je suis une amie de ton oncle Tohan. » Les yeux du garçon grandir encore au son de sa langue et du nom de son oncle. « Je vais vérifier que tu n'es pas blessé, » poursuivit Mathilde, consciente que les miliciens guettaient son moindre mouvement. Elle t'examina rapidement, notant des ecchymoses sur ses bras, mais aucune blessure grave. « Ton oncle vient te chercher, » chuchota-t-elle en faisant semblant d'examiner ses oreilles. Quand le hibou ululera 3 fois, sois prêt. Petit loup fit un imperceptible signe de tête. Mathilde se releva et se tourna vers les hommes. Il est effrayé et affamé, mais sinon indemne. Je voudrais lui apporter de la nourriture convenable et une couverture. Ce ne sera pas nécessaire, interjecta Leroux. Nous partons pour Fort-Royal à la première lueur. Alors je lui apporterai quelque chose maintenant, insista Mathilde en croisant le regard de Roche. Vous avez sûrement pas l'intention d'affamer un enfant. Après un moment de tension, Roche acquiesça. Apportez ce que vous voulez, mais faites vite. En quittant la prison, les pièces du plan de Tohan commençaient à se mettre en place. Il ne restait plus que la partie la plus dangereuse, l'attente. La nuit installa sur Havre de Grâce comme un linceul. Les seuls bruits étaient appels lointains un coyote et le grincement du moulin à vent à orée de la ville. Mathilde était assise près de la fenêtre de sa cabane, une lampe brûlant bas alors qu'elle préparait les fournitures nécessaires. Sa trousse médicale était remplie de essentiels, bandages, remèdes à base de plantes, un petit kit chirurgical. À côté gisait un paquet de nourriture et 2 gourdes d'eau. Le plan était simple, mais désespérément dangereux. Une fois Petit Loup libéré, Tohan emmènerait vers le nord pour rejoindre les membres restants de leur groupe qui attendaient dans les collines près de la rivière Rouge. Mathilde les accompagnerait jusqu'à la rivière avant de revenir affronter les conséquences qui attendaient en ville. Il réussissait. Il survivait. On frappa doucement à sa porte, la tirant de ses pensées. Mathilde éteignit rapidement la lampe avant de approcher avec précaution, la main fermée sur le manche un couteau de cuisine. « Qui est là » appela-t-elle doucement. « C'est Sophie. » Sophie Fortier, vint la réponse chuchotée. Mathilde ouvrit la porte pour trouver Sophie sur son porche, un paquet serré dans ses bras. « Que faites-vous ici? C'est dangereux pour vous d'être vue avec moi maintenant. » Sophie la bouscula pour entrer dans la cabane. « Je sais ce que vous préparez, » dit-elle, la voix basse mais déterminée. Jean a dit. Il a entendu les miliciens parler au saloon. Mathilde sentit son estomac se nouer d'effroi. « Sophie, je ne suis pas ici pour vous arrêter, » elle interrompit Sophie, posant son paquet sur la table et le déballant pour révéler des vêtements d'homme, un pantalon, une chemise et un chapeau usé. « Vous ne pouvez pas courir en robe, et ils chercheront une femme. » Mathilde regarda les vêtements, puis le visage résolu de Sophie. « Pourquoi nous aidez-vous? » Le regard de Sophie se voila. « Avant d'épouser Jean, je vivais près de la frontière. J'y ai vu ce que les soldats ont fait au peuple de la rivière aux cendres. Des femmes, des enfants. » Elle secoua la tête. « Je suis restée silencieuse à l'époque. Je ne le ferai pas une seconde fois. » Mathilde serra la main de Sophie avec une gratitude muette avant de prendre les vêtements. « Vous devriez partir. Si quelqu'un me voit ici, je dirai que je suis venu vous faire entendre raison, » répondit Sophie avec un petit sourire. « Que Dieu vous garde, Mathilde. » Après le départ de Sophie, Mathilde se changea rapidement, bandant sa poitrine et dissimulant ses cheveux sous le chapeau. Les vêtements, probablement ceux de Jean du temps de sa jeunesse, lui allaient assez bien qu'elle dût utiliser un morceau de corde comme ceinture. Dans le petit miroir accroché au mur, elle se reconnut à peine. Il était presque minuit lorsque elle se glissa hors de sa cabane, se dirigeant vers le point de rendez-vous derrière l'écurie. Tohan était déjà là, une ombre parmi les ombres, son épaule blessée ne semblant lui causer aucune difficulté alors qu'il bougeait.
Tu ressembles à un garçon, observa Théil calmement, une pointe d'amusement dans la voix malgré la gravité de la situation. C'est elle, idée, répondit Mathilde en lui tendant elle une des gourdes. Les chevaux sont-ils prêts? Tohan confirma d'un hochement de tête. 3, comme convenu. Il effleura le manche du couteau à sa ceinture, son regard sondant celui de la jeune femme. Es-tu prête pour ce qui pourrait arriver? Mathilde acquiesça sombrement. J'y ai vu assez de morts pour remplir plusieurs vies. Un peu plus ne me brisera pas. Tohan étudia son visage baigné par le clair de lune. Tu es une guerrière à ta façon, Mathilde Aubry. Ils se déplacèrent en silence à travers la ville endormie, se fondant dans les ombres. La prison se dressait à elle, extrémité de la grande rue, une unique lampe brûlant à la fenêtre. Après les informations glanées par Jean Fortier, le shérif Mercier était rentré chez lui pour la nuit, ne laissant qu'un seul milicien de garde. Tohan désigna le toit de l'épicerie, juste en face de la geôle. Je donnerai le signal de là-haut, chuchota Théil. Quand le garde sortira, sois prête. Mathilde prit position dans la ruelle adjacente au bâtiment de briques tandis que Tohan évanouissait dans l'obscurité. Les minutes passèrent, chacune semblant durer une éternité. Puis, de quelque part dans la nuit, vint le ululement d'une chouette. Une fois, 2 fois, 3 fois. La lourde porte de la prison ouvrit et un milicien en sortit, fusil en main, scrutant les ténèbres. C'était Leroux, le lieutenant au visage balafré. Le cœur de Mathilde se serra. De tous les hommes de la milice, il était le plus dangereux, le plus imprévisible. Un autre appel de chouette retentit, cette fois venant de la direction de l'écurie. Leroux pivota vers le son, arme levée. Qui va là? Aboya Théil. Mathilde saisit sa chance. Elle se glissa hors de la ruelle et engouffra par la porte entr'ouverte. À l'intérieur, la lampe projetait des ombres étirées sur les murs. Au fond, dans la cellule, Petit Loup se redressa sur sa paillasse, les yeux écarquillés de reconnaissance malgré le déguisement de la jeune femme. Silence, chuchota Mathilde dans la langue de enfant alors qu'elle se précipitait vers le bureau où pendaient les clés. Nous te sortons de là. Un plancher craqua. Derrière elle, Mathilde virevolta pour trouver le shérif Mercier debout dans l'encadrement un bureau adjacent, un pistolet à la main. Je craignais que vous ne tentiez quelque chose de ce genre, dit-il, la voix lourde de déception. Ne t'obligez pas à tirer, Mathilde. Elle se figea, les clés serrées dans sa paume moite. Allez-vous rester là, les bras croisés, pendant qu'ils utilisent cet enfant comme un pion dans leur jeu? Vous savez ce qu'ils préparent, Mercier. Ce n'est pas la justice. Le visage buriné du shérif trahissait son conflit intérieur. La loi est la loi. La loi? Railla doucement Mathilde. Était-ce la loi quand les colons ont brisé les traités? Quand ils ont chassé ce peuple de ses terres? Quand ils ont massacré femmes et enfants? Dehors, un autre appel de chouette retentit, plus urgent cette fois. Les yeux de Mercier basculèrent vers la porte, puis revinrent sur Mathilde. Vous avez toujours été différente, dit-il finalement en abaissant légèrement son arme. Trop noble pour cet endroit. Une détonation claqua au dehors, suivie de cris. La distraction momentanée de Mercier fut tout ce dont Mathilde avait besoin. Elle bondit, frappant le poignet du shérif pour faire tomber l'arme qui glissa sur le sol, avant de lui asséner un coup vif à la tempe avec un lourd presse-papier en laiton saisi sur le bureau. Mercier effondra, inconscient mais respirant. Pardonnez-moi, halta Théil. Les mains tremblantes, elle déverrouilla la porte de la cellule. Petit Loup en jaillit immédiatement, se mouvant avec la grâce silencieuse des siens. Ton oncle est dehors, lui dit Mathilde. Nous devons nous hâter. Elle le guida vers la fenêtre arrière plutôt que la porte principale. Elle aida à passer à travers l'ouverture, puis le suivit, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne réveille toute la ville. Ils laissent accroupir dans ombre derrière le bâtiment alors que autres cris éclataient dans la rue principale. Par ici, murmura Théil, menant Petit Loup vers l'église. Derrière le cimetière se trouvait un sentier qui les mènerait là où Tohan avait laissé les chevaux. Ils avaient presque atteint le sanctuaire lorsque Mathilde entendit le bruit inconfondable d'un chien de fusil qu'on arme. Elle pivota pour découvrir le lieutenant Leroux surgissant entre deux bâtisses,
sa cicatrice tordue en un sourire grotesque. « Je savais que vous passeriez par derrière, » dit-il en braquant son canon sur eux. La sorcière et le louveteau sauvage. Mathilde poussa l'enfant derrière elle. C'est fini, l'euro. Le garçon n'a rien fait de mal. L'euro cracha au sol. Tous ces sauvages sont coupables de naissance. Écartez-vous, femme. Son doigt se crispa sur la détente. Non, répondit fermement Mathilde, fixant le canon noir. Le coup de feu qui retentit ne vint pas de arme de l'euro. Le lieutenant fut projeté en arrière, un air de surprise totale traversant son visage alors qu'une tache sombre s'étendait sur sa poitrine. Il tomba à genoux, puis écroula face contre terre. Toan sortit de ombre, un pistolet fumant à la main. « Nous devons partir, dit-il d'urgence. Les autres arrivent. » Ils coururent vers les chevaux, Petit Loup tenant la cadence malgré sa petite taille. Les animaux attendaient comme promis, 3 montures scellées attachées dans un bosquet au-delà de l'église. Au moment où ils se mettaient en selle, le tocsin commença à sonner en ville et des lanternes allumèrent aux fenêtres. Toan hissa Petit Loup sur son cheval avant de sauter sur sa propre selle. Vers le nord. Nous chevauchons jusqu'à l'aube. Ils galopèrent loin de Havre de Grâce, le bruit des sabots finissant par être couvert par le vent sifflant à leurs oreilles. Derrière eux, les lumières de la ville agitaient alors que la milice organisait la poursuite. Ils chevauchèrent durement à travers la nuit, suivant des pistes de gibier et des lits de rivière asséchés pour brouiller leurs traces. Petit Loup, malgré l'épreuve, restait alerte et silencieux, ses petites mains agrippant la crinière de son cheval avec aisance. Lorsque les premières lueurs de l'aube touchèrent l'horizon, ils atteignirent une crête surplombant une vaste étendue de plaine. Au loin, la rivière rouge scintillait tel un ruban d'argent dans la lumière matinale. « Mon peuple attend là-bas, » dit Toan en pointant une ligne d'arbres sur la rive. Au-delà de l'eau, ce sont les terres libres. La milice n'y a aucune autorité. Mathilde hocha la tête, le corps endolori par la course effrénée. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Toan se tourna vers elle, la surprise évidente sur ses traits. Tu retournerais là-bas après ce qui est passé? Je le dois, répondit simplement Mathilde. C'est ma maison, désormais. Pour le meilleur et pour le pire. Ils t'arrêteront, argua Toan. Ou pire encore. Mathilde sourit tristement. Peut-être. Mais j'y ai fait le serment d'utiliser mon savoir pour guérir, pas pour fuir. Elle plongea la main dans sa sacoche de sel et en sortit ses provisions médicales, les tendant au guerrier. Ton peuple en aura plus besoin que moi. Petit Loup, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit soudain la parole dans un français hésitant, viens avec nous. Tu es de la famille, maintenant. Mathilde sentit les larmes lui piquer les yeux alors qu'elle tendait la main pour effleurer la joue du garçon. Merci, Petit Loup. Mais j'y ai des patients qui ont besoin de moi. L'expression de Toan était solennelle lorsqu'il saisit la main de Mathilde. Tu as sauvé ma vie et celle de mon neveu. Cette dette ne peut être remboursée. Il n'y a pas de dette entre amis, répondit Mathilde. Un nuage de poussière apparut à l'horizon derrière eux. La milice suivait leur piste, malgré leurs précautions. Partez, pressa Mathilde. Vite. Toan hésita, puis fouilla dans une bourse à sa ceinture, en retirant un petit objet qu'il pressa dans la paume de la jeune femme. C'était une amulette en bois sculpté, un symbole solaire identique à celui qu'il portait autour du cou. Pour que tu te souviennes, dit-il simplement. Et pour que les autres sachent que tu es sous ma protection. Il se pencha depuis sa selle et, dans un geste qui la prit au dépourvu, posa doucement ses lèvres sur son front. Jusqu'à notre prochaine rencontre, Mathilde Aubry. Puis il disparut, galopant vers la rivière avec Petit Loup, laissant Mathilde seule sur la crête alors que la milice se rapprochait. Elle glissa l'amulette sous sa chemise, tout contre son cœur, et fit faire demi-tour à sa monture pour faire face à son destin. 6 mois plus tard, Mathilde se tenait sur le seuil de sa cabane, regardant la première neige de l'hiver saupoudrer les plaines. Son procès avait été bref. Le témoignage de Sophie et Jean Fortier, ainsi que celui de plusieurs autres habitants ayant bénéficié de ses talents de guérisseuse, avait incité le juge à la clémence.
Elle avait été assignée aux limites de la ville pour une année, mais elle avait laissé libre de poursuivre son travail. Le capitaine Roche et ses hommes étaient partis depuis des semaines. Leur poursuite du groupe de Tohan avait été abandonnée dès que les fugitifs avaient traversé la frontière des terres libres. Le lieutenant Leroux reposait désormais au cimetière de Havre de Grâce. Sa mort avait été officiellement attribuée à des assaillants inconnus. Les murmures suivaient toujours Mathilde en ville, mais ils avaient subtilement changé. Le surnom de « sorcière des plaines » était désormais prononcé avec un respect réticent plutôt qu'avec crainte. Et si les habitants remarquaient amulette solaire en bois qu'elle portait ouvertement autour du cou, nul n'osait faire de commentaires. Alors que le crépuscule épaississait, Mathilde remarqua une silhouette à cheval apparaissant à la lisière de sa propriété. C'était le shérif Mercier qui faisait sa ronde du soir. « Bonsoir, Madame Aubry » lança-t-il en touchant le bord de son chapeau. « Tout est calme ?»« Tout est calme, shérif » répondit-elle avec un léger sourire. Mercier hocha la tête, puis hésita. « J'y ai eu un visiteur de Fort-Royal au jour de lui. » Un éclaireur de armée dit que des pourparlers de paix sont en cours avec les clans au nord de la rivière Rouge. Le cœur de Mathilde accéléra. « Vraiment? » Il a mentionné un chef appelé Soleil, poursuivit Mercier, le regard complice. Il semblerait qu'il soit devenu très influent. Il parle bien notre langue, aussi. C'est une bonne nouvelle, répondit Mathilde prudemment. Mercier sourit légèrement. J'y ai pensé que vous aimeriez le savoir. Il fit tourner son cheval pour partir, puis ajouta par-dessus son épaule, l'éclaireur dit qu'une délégation passera par ici au printemps pour négocier avec le gouverneur du territoire. Après qu'il se fut éloigné, Mathilde porta la main à amulette à sa gorge, une chaleur se diffusant dans sa poitrine malgré le froid de l'hiver. Le printemps viendrait, comme toujours sur les plaines, et avec lui, peut-être, de nouveaux commencements.